Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, j'ai avec moi Dalibor de la chaîne Psychodélique et on va parler ensemble de YouTube et du mouvement woke. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais répondre à la question que Daisy m'a posée dans les commentaires. Désirable me demande sans aucune pudeur si j'ai déjà participé à des orgies. Eh bien non, Daisy, je n'y ai jamais participé. Tout ce que j'en sais, c'est que quand on va dans une orgie, eh bien l'amour-propre ne reste jamais très longtemps. Vous-même, si vous aviez des questions à me poser, peut-être un peu moins personnelles, vous pouvez le faire dans les commentaires. Mais revenons à la chaîne psychodélique et à Dalibor. Bonjour Dalibor. Enchanté. Et, et est-ce que je peux te demander de te présenter, de présenter ta chaîne? Oui, alors brièvement, hein, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, ma chaîne existe depuis très très longtemps. Je suis arrivé sur YouTube en 2006, j'ai commencé à faire des vidéos en 2009. On va vraiment s'intéresser sur le dernier format de mes vidéos que j'ai lancé il y a presque 2 ans maintenant, qui s'appelle les Dalibourdins Investigations. Et tout simplement, bah, c'est un format de vidéo qui revient sur des polémiques, sur des dramas, sur des chamailleries entre influenceurs ou autres, entre vidéastes ou des polémiques sur Twitter, les réseaux sociaux. Et au travers de tout ça, j'ai découvert un mouvement qu'on appelle le wokisme aux États-Unis et plein de polémiques autour de tout ça. Et en fait, c'est un fil conducteur, on va dire, maintenant, depuis 1 an et demi, là-dessus, qui m'amuse toujours autant, en fait. C'est vraiment un phénomène qui peut être assez hallucinant, assez incroyable, mais aussi une sacrée source de rigolade, en fait. Et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Voilà, je traite de tout ça, en fait. Il y en a, ils disent à peu près que ma chaîne, c'est un peu le public ou le Voici ou le Gala ou le TPMP, que je suis un peu le Cyril Hanouna de YouTube ou alors le Kimstar américain. Kimstar, c'est celui qui tient la chaîne Drama Alert, qui s'occupe des dramas aux États-Unis, un peu ce genre-là. Et moi, de mon côté, bah, j'ai 39 ans, mine de rien, j'approche la quarantaine doucement. Et juste comme ça, rapidement, en fait, quand j'ai eu ma deuxième fille, j'avais absolument plus le temps de travailler sur ma chaîne YouTube, à faire des contenus, on va dire, qualitatifs, travailler avec du montage et tout. Et il me fallait un contenu facile. C'était soit je trouvais un contenu très facile à faire, et soit je fermais ma chaîne parce que j'avais pas le temps de m'en occuper. Et je suis tombé dans ce format de newser américain. Et je me suis rendu compte qu'en France, personne ne proposait ce contenu, à part Lusty et deux, trois autres personnes qui gravitent un peu autour, mais qui restent assez minimes. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ce contenu, on va voir si ça me plaît. J'ai mis le doigt dedans et maintenant, ça fait presque 2 ans en fait, que je suis sur ce contenu. Oui, effectivement, moi ce que j'avais remarqué, c'est que ta chaîne, bon, elle existe depuis vraiment très très longtemps. Et finalement, les vidéos avaient relativement peu de vues. Moi, j'ai vu des vidéos à 700 vues, à 1000 Ah, ça, vues. c'est quand ça marchait, hein. Et c'est en changeant vraiment, en te tournant vers ce nouveau format que tu as complètement explosé. Parce qu'aujourd'hui, tu as une chaîne qui fait 150 000 abonnés, ce qui est pas énorme, mais qui fait 5 millions de vues par mois, ce C'est qui énorme. est énorme. Énormissime. C'est Énormissime. deux fois plus que la mienne, hein, donc c'est vraiment C'est très gros, quoi. ce qui est assez fou. En fait, je m'attendais à ce que, au moment où j'ai démarré cette série de vidéos, évidemment, je m'attendais à ce que ça prenne un peu plus de vues parce que généralement, les gens, ils aiment bien s'offusquer, ils aiment bien râler. Donc, forcément, si tu leur sers des engueulades, des polémiques ou ce genre de choses, je m'attendais à ce que ça fasse un peu plus de vues. Mais quand je dis un peu plus de vues, je me disais, bon, ça doit faire aller à tous les coups 20% ou 30% de l'époque de ma chaîne de l'époque. Ma chaîne à l'époque faisait 30 000 vues par mois, 30 000 vues. Hein, donc je me suis dit, ouais, ça va être 35 000 vues, 40 000 vues. Et en fait, dès les premiers mois, ça a vraiment explosé. Et c'est au bout de, je crois, 4 ou 5 mois à peu près, avec les tout premiers gros dramas que j'ai traités, où vraiment ça a pris de l'ampleur. Et ouais, c'est vrai que je me suis un peu stabilisé autour de 3 4 millions de vues par mois, ce qui est énormissime. À jamais de la vie, j'aurais cru que ce format plaise autant et que ça intéresse autant de gens, en fait. Et du coup, est-ce que tu as dû sacrifier une partie de ta créativité, une partie de ton savoir-faire pour pouvoir justement acquérir plus de vues et plus d'abonnés? Alors Est-ce que non, ça se fait en fait au sacrifice de l'indépendance et au sacrifice de la créativité, ce genre de choses? alors moi j'ai un parcours très atypique hein, sur YouTube. J'ai plus de 4 presque 4000 vidéos hein, sur ma chaîne YouTube depuis Ouais. 2009.
Et je me suis jamais, en fait, j'ai jamais connu ce truc qu'ont certains influenceurs ou certains vidéastes qui ont beaucoup d'abonnés, de se retrouver enfermés dans un format et ils n'osent plus en sortir ou de faire des trucs à gauche à droite. Et du coup, ça les baisse dans leur créativité et tout. Moi, pendant 15 ans sur YouTube, j'ai fait 3500 vidéos. J'étais un no-name qui faisait des centaines de vues à peine. Et en fait, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Et je m'en fous, et toujours encore maintenant, je me fais ce qui me plaît, et je m'en fous un peu du retour, si ça plaît ou ça plaît pas aux gens. Ce que je veux dire par là, c'est que ce format me plaît et je m'éclate comme quand je l'ai démarré il y a 2 ans. Et c'est pas que ça tue la créativité, c'est juste que je le traite de manière différente en fait. Euh, à l'époque, je sais, j'ai tenté un peu tous les formats. J'ai fait des interviews, j'ai fait du let's play, j'ai fait des reportages, j'ai fait des interviews, j'ai fait un peu tous les formats possibles pour voir à peu près comment ça se faisait, parce que j'étais vraiment curieux de plein de choses. Mais toujours avec pas un je m'en foutisme, mais un espèce de au niveau qualité, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut et ce qu'on a envie. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour proposer un format, pour proposer une qualité, pour proposer un contenu d'enfer. On fait vraiment avec comme ça vient en fait. Et c'est cette détente qui m'a permis, je pense, de durer aussi longtemps parce que j'en attendais rien de YouTube et j'en attendais rien des personnes. C'est juste dans le partage pour les quelques personnes qui passent par là. D'accord. Et tu es tout seul sur ta chaîne ou tu as une équipe avec toi ou Ah vraiment non, tu travailles seul? j'ai Parce que tu toujours as une été tout grosse seul. productivité quand même. Tu es toujours tout seul. Je suis Parce que toujours tout seul. tu fais quoi? Tu fais 2 vidéos, voire 3 par jour, non? C'est à peu C'est près ça ça, le en rythme. fonction de l'actualité, je fais 1 à 3 vidéos par jour. Des fois, il y a une activité débordante et ça peut monter plus. Mais en moyenne, c'est 1 à 3 vidéos par jour. Mais il y en a plein qui me disent comment tu fais pour produire autant. Et en fait, c'est extrêmement con. J'ai aucun travail en amont à faire. J'ai rien à part pendant la pause déj ou vite fait, je regarde les dernières news qu'il y a sur Internet. Je chope un article. C'est 10 minutes de lecture de l'article, un quart d'heure de lecture de l'article. J'upload la vidéo dans la foulée, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de l'intro, je la fais avec mon Stream Deck, j'appuie, il y a une intro qui se passe. Mm. J'upload en direct, je fais la miniature dans la foulée, c'est-à-dire une vidéo de 15 minutes, j'ai besoin de 20 minutes au total, parce que je mets 5 minutes le temps de créer la miniature, d'uploader la vidéo, de faire la description, et c'est en ligne. Et donc en fait, 1 heure par soir, tu produis 2, 3 vidéos tranquilles. Et les gens ils se disent mais comment tu fais pour produire autant? Mais c'est juste qu'en fait ce genre de contenu c'est extrêmement facile à produire et à la chaîne. Et il y a des gens, par exemple, je regarde beaucoup de streamers quand j'ai un peu de temps libre. Et eux, alors je regarde pas tous leurs streams, mais eux, ils streament pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affilée. Ouais. Et ils me disent à moi, où est-ce que je trouve le temps pour sortir 3 vidéos de 10 minutes? Imagine ton stream de 6 heures, tu le découpes en 10 minutes, combien ça fait de vidéos? Et en fait, c'est juste ça, c'est juste un contenu vraiment différent. Et c'est vraiment c'est un format, je trouve, qui existe très très peu en France. Et je ne sais Ouais. pas si c'est pas le côté français, ils ont peur de proposer un format juste brut de décoffrage, alors qu'en stream, ça passe très bien, en Twitch, ça passe très très bien. Mais en format classique sur YouTube, ça passe très très mal. Et tout de suite, ils veulent de l'ultra qualité, ils veulent du montage, ils veulent du script, ils veulent de l'écriture. Et en fait, un format brut de décoffrage naturel, moi, ça me manque. Et j'aime bien ce côté justement à l'arrache. Oui, c'est un format qu'on retrouve pas mal aux États-Unis. Moi, j'avais vu les Américains faire ce type de format. Et c'est vrai qu'avant toi, j'avais pas vu de Français. Il y en avait peut-être, mais j'en avais pas vu. Donc, c'est vrai que c'est surprenant. On voit Mais pas c'est énormément surprenant, de oui, Français faire que ça. c'est ça, c'est surprenant que je ne sais pas s'il n'y a pas de demande mais il n'y a pas d'offre. Il n'y a clairement pas d'offre dans cette catégorie-là. Bah, il y a une demande, hein. Si tu fais 5 Ouais, millions de vues dans le mois, c'est c'est qu'il y clair, a c'est des gens clair. que ça intéresse, quoi. C'est clair. Il C'est y a évident. quelque chose qui intéresse, oui, clairement. C'est évident. Puis on voit bien, enfin, moi j'ai regardé plusieurs de tes vidéos pour préparer l'interview. Et on voit bien, dès qu'on a regardé 2, 3 vidéos, en fait, le moteur de recherche de Ouais, YouTube l'algorithme, nous oui. met, l'algorithme va nous mettre Et, tout le temps une vidéo psychodélique parce qu'il y en a tellement qu'il en trouve toujours C'est une à ça. nous mettre, quoi. Et il y a aussi un autre truc que je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur, mais je suis dans une case très particulière. Admettons toi, alors je regarde pas ta chaîne, j'ai juste vite fait surfer, j'ai vu un peu le format et ce que tu abordes comme sujet, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Mais j'ai regardé, mais c'est qualitatif, c'est intéressant, mais si quelqu'un n'est pas intéressé par ça, il va pas regarder. Ouais. Moi,
Je suis dans l'autre côté, c'est-à-dire que si quelqu'un s'intéresse à ça, il va regarder, mais si quelqu'un me déteste moi ou déteste ce sujet, il va quand même regarder en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens, ils vont Ouais. détester tel vidéaste, mais ils vont voir pourquoi il est dans la sauce. Ils vont venir polémiquer, ils vont venir gueuler, ils vont venir s'ulcérer. Et je sais qu'une partie de mes vues, je sais pas combien de pourcents, mais je suis quasi persuadé qu'une grosse partie de mes vues, ça vient aussi des gens qui me détestent ou qui peuvent plus me voir en peinture. Mais comme c'est à peu près le seul endroit où ils peuvent avoir cette information, ils sont obligés de regarder. Et je trouve ça rigolo. D'accord. Et donc, alors, toi, tu es tout seul actuellement sur Psychodélique. Tu mets Ouais, de temps en temps des screenshots de combien YouTube te reverse. Donc, oui, c'est des sommes relativement importantes. Moi, j'ai vu un screenshot de 7 000 euros, j'en ai vu un autre de oui, 10 000 euros. Donc, on est sur des sommes relativement importantes. Mais j'ai appris que c'était pas ton métier, en fait, YouTubeur, que tu avais un autre métier. Donc, oui. tu Alors, fais ça quoi? bah, je fais ça juste après le taf en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis technicien supérieur en réseau, infrastructure réseau et ce genre de choses. Et je fais ça après le taf. C'est pour ça aussi, des fois, dans les vidéos, je dis beaucoup de conneries où je suis complètement claqué parce que bah, j'ai enchaîné 10 heures de taf derrière et mon cerveau, il a carburé et j'ai juste plus aucune énergie pour faire un truc de qualité. Je suis juste là pour me détendre. En fait, c'est le but aussi des vidéos, c'est de se détendre, de relâcher un peu la pression du taf et ce genre de choses. Et aussi, tu disais, ouais, par rapport au screenshot de l'argent, ça, je l'ai toujours fait, même quand ma chaîne est gagnée rien du tout, genre quand elle gagnait 30 euros par mois. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme je traite de l'actualité, comme je traite aussi de ce qui se passe derrière le rideau de YouTube, comme je traite aussi des influenceurs et ce genre de choses, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'être transparent de ce côté-là pour donner un peu plus de bagage aux viewers qui regardent. Parce qu'il y a des viewers, ils n'ont aucune idée de combien une personne peut gagner. Et Oui. quand ils voient des vidéastes qui ont 1 million de vues, 2 millions de vues, ils n'ont aucune idée. Parce que quand tu écoutes certains vidéastes, tu sais, ils font 8 millions de vues, mais tu as l'impression qu'ils sont à la dèche, ils sont à 2 euros près, Ouais. ils font des litchis pour avoir des caméras. Tu dis, les gars, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, quand tu dépasses les 2-3 millions de vues, tu commences à être pas trop mal. Surtout après, tu as les OPSP qui rentrent dans le tas et tout. Et du coup, bah, de parler de cet aspect monétaire brut de décoffrage, sans gêne, sans honte, bah, ça permet juste de donner une espèce de réalité un peu brute et de plus d'outils de compréhension aux personnes qui pourraient regarder et se dire ah oui, ça gagne tout comme ça. Après, c'est sûr, c'est le brut. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a l'URSSAF, il y a les impôts, il y a Ouais. les taxes et tout le bazar. Mais d'un point de vue brut, et aussi, ça permet de voir à peu près bah, tout ce que peut récupérer une chaîne qu'on pourrait comparer à peu près, on va dire. En fait, ce qui est dur, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il y a, comme tu disais sur YouTube, tu as vu un screen à 10 000, tu as vu un screen à 7 000. En fait, tous les mois, YouTube, et tu le sais, hein, tous les mois, en fonction des pubs et Oui, ça bouge. voilà, des fois, il y a des mois où j'ai fait plus de vues, j'ai gagné presque 2 fois moins, c'est en fonction de la pub, comment elle est donnée. Et après, il faut bien mettre en évidence qu'il y a plusieurs bulles dans YouTube. Il y a les tout petits vidéastes, les vidéastes moyens. On va dire, moi et toi, on est à peu près dans les vidéastes mid-game, on va dire, milieu. Et puis Mm. après, tu as les vidéastes haut de gamme où c'est carrément les OPSP qui se négocient en dizaines de milliers d'euros entre les pubs, entre les tout le bazar qui est derrière. Mais ça permet de donner des petites notions de compréhension. C'est pour ça que j'aime bien parler justement de cet aspect financier. Parce il y a beaucoup de gens qui sont très gênés. Il y a une espèce de tabou et je trouve ça complètement con d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, toi, tu veux faire quoi avec ta chaîne? Tu veux te professionnaliser? Enfin, t'es déjà Non. professionnel, mais dans le sens, tu veux vivre que de ta chaîne ou tu veux continuer comme ça à faire ça un peu enfin, j'aime pas le mot dilettante parce que, Mais c'est bah ça. voilà, peut-être que tu fais 5 millions de vues, t'es pas un dilettante, mais tu veux continuer comme ça en ayant un métier normal et un hobby de youtubeur ou tu veux vraiment aller à fond sur YouTube et Bah, développer une petite entreprise, quoi. la question, je me la suis posée, forcément. Au bout d'un moment, tu Ah dis, bah putain, oui. tu gagnes 3 fois plus que ton taf. Mais, encore une fois, moi, je suis sur une mine, je suis sur un siège éjectable. C'est-à-dire que ma chaîne elle est tellement problématique, qu'il suffit juste que je me tape trois strikes d'affilée parce que suite à une vague de signalement et ma chaîne saute. Je fais quoi après? Euh, et tout est sur YouTube. J'ai pas réparti plusieurs gains, on va dire, si j'étais sur Twitch, sur YouTube et tout, en cas où il y a un côté qui saute, je peux toujours me rattraper sur l'autre côté. Après, il y a autre chose aussi. Si j'étais plus jeune, franchement, si j'étais plus jeune
J'aurais pas mes gamins, j'aurais tenté l'aventure. Parce que tu tentes l'aventure, tu te casses la gueule, tu repars dans la vie privée, ce genre de choses. Mais là, en fait, tu peux pas risquer de pas avoir un CDI, en fait. L'importance dans la vie privée, c'est que tu as ton CDI, tu sais que tu as, voilà, t'as de l'argent qui rentre fixe. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que bah, tu gardes aussi ce pied en dehors. T'es en dehors de YouTube. Moi, quand je suis pas sur YouTube, j'y pense pas. Twitter, les dramas, les machins, j'y pense pas en fait. Les histoires, j'y pense pas. Mon pied dans la vie réelle en fait. YouTube, c'est vraiment le soir quand je déconne, quand je veux troller ou ce genre de choses. Et ce que je veux dire par là, c'est que si je me mettais à 100% sur YouTube, je sais pas si toute cette toxicité H24, elle te boufferait pas de l'intérieur au bout d'un moment. Et je pense qu'il y a pas mal de vidéastes aussi et de gens, on va dire entre guillemets désocialisés, qui sont juste bouffés de l'intérieur, à bouffer de la toxicité sur les réseaux sociaux H24. Ils n'ont plus aucune relation avec l'extérieur et ils pensent que le monde, c'est ça. Et ça peut poser des problèmes. Mais juste pour revenir sur la question, ouais, si j'étais plus jeune, j'aurais tenté l'aventure, mais là, c'est trop risqué de me mettre à 100% en fait sur YouTube. Parce que tu en vis depuis combien de temps? Enfin, tu en vis. Tu pourrais en vivre depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que ta chaîne Bah, a vraiment décollé bah, un an et demi, un an et demi. En fait, ouais, quand même. quand il y a, bah, c'est ça, en fait, mes Daliborn Investigation ont presque 2 mois. Là, c'est là, au mois d'août, je crois, je vais fêter les 2 ans. Et c'est les 6 premiers mois, allez, les 8, 10 premiers mois, je gagnais un petit peu. Et c'est vraiment à partir de la fin de la première année où j'ai vraiment commencé à beaucoup, beaucoup gagner, où j'ai dû ouvrir une auto-entreprise. Parce que tu sais, avant, quand Ouais, tu as d'accord. très peu de gains, tu peux déclarer sur ton Oui, impôt sur le ouais. revenu classique. Euh, et moi, je déclare. Il y a le nombre de vidéastes qui ne déclarent pas, ça. Ça, c'est encore une autre question. Et du coup, quand j'ai commencé à me dire, oh putain, je gagne 1000 euros, 2000 euros par mois, on va peut-être ouvrir une auto-entreprise pour Ouais. déclarer ça officiellement, parce que j'ai aucune idée de comment ça va venir sur la gueule. Et en fait, depuis, bah, j'ai ouvert une auto-entreprise depuis 1 an et demi, où je mets tout dessus. Alors, je me suis payé 2, 3 trucs avec l'argent qu'il y avait dessus. J'ai Mm. aucune idée de combien les impôts vont venir avec la faux. Parce que tu sais, ça va être les premiers impôts là, là, bientôt là. Ça va être les premiers Ouais. impôts de la dernière année que j'ai gagné. Donc, j'ai aucune idée de combien ils vont faucher. Donc, j'ai quasiment rien touché. Je me suis dit, on va attendre qu'il passe et on va se servir après Puis, de voir ce qu'il y a dessus, quoi. mais ouais, puis en plus, là, tu vas bientôt devoir passer en entreprise parce que Bah, c'est l'auto-entreprise, t'es ça. plafonné à 70 000 € par an, je C'est crois, ça. ou même C'est ça, moins c'est ça. peut-être en tant que Non, c'est youtubeur. 72. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 72 000 euros. 72 000 € cette année, tu vas les dépasser Pas sûr, pas sûr, tranquille. pas sûr, parce que je vais les dépasser en chiffre d'affaires, mais derrière, Oui. il y a le network, Ah, il y a l'URSSAF, et du coup, le net imposable. Je ne sais pas si c'est le net imposable, tu vois, qui rentre dans les 72 000, ou si c'est le brut, ou si c'est le net, tu vois. Je ne sais plus où est la limite, mais oui, j'approche, ouais, ouais, ça tranche, ouais. j'approche, ouais. Et du coup, bah, ça me fait chier parce que c'est une paperasserie. J'ai Ah horreur oui. de la paperasserie. C'est une paperasserie d'enfer de faire mon auto-entreprise. J'ai même pas eu le temps d'en profiter. On va dire, c'est bon, c'est stable, que je vais devoir rechanger de statut. C'est extrêmement pénible. C'est extrêmement pénible. Et Et, du coup, euh, tu et conseilles. Non, vas-y, vas-y, vas-y. juste pour terminer, et du coup, beaucoup ne comprennent rien. Parce que tu sais, je suis allé voir ma banquière et ne comprenait pas d'où venait tout cet argent. Ah oui, ok. Comprends rien à YouTube. J'ai pris rendez-vous avec un expert comptable parce que, alors, avant de devenir informaticien, j'étais comptable, mais genre il y a plus de 20 ans. J'ai oublié. Donc, je suis allé voir un expert comptable, mais même, je suis allé voir un expert comptable, même pour lui faire comprendre c'est quoi le business plan d'un vidéaste, d'un YouTuber. C'est extrêmement compliqué. Et quand il m'a dit, alors il faut faire des notes de frais, il faut faire ça pour faire des trucs, il faut faire des charges, il faut faire des trucs, je suis oh, non, j'ai pas envie, j'ai juste pas envie. C'est limite, tu vois, je me dis, j'aimerais gagner assez. Et franchement, je donne 500 balles ou 1000 balles par mois à un expert comptable qui gère le reste. Je veux juste pas en avoir rien à foutre, quoi, parce que Ouais. j'ai horreur de la paperasse. Ouais, mais je comprends. Mais Puis on n'a pas fait youtubeur pour faire de la paperasse, quoi. C'est c'est vraiment ça. pas. Mais auto-entrepreneur, c'est très léger au niveau paperasse. Si je Ouais, passe en société, ça va être l'enfer. Ça va être vraiment ouais. l'enfer. Bon. Et tu conseillerais à un jeune qui veut se lancer sur YouTube, un jeune ou un moins jeune, hein, puisque toi et moi, on n'est pas forcément des jeunes, mais qui veut se lancer sur YouTube, tu lui conseillerais de le faire ou Oui. tu lui Alors, dirais c'est en fait, hard c'est et...
c'est Zerator qui avait donné le meilleur conseil, parce que quand je traite justement des dérives de YouTube, des dérives de Twitch, le nombre de streamers qui sont en dépression ou qui travaillent 60 heures par semaine, qui streament 12 heures par jour pour 5 viewers, 10 viewers, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont pour 200 euros par Ah ouais. mois, et ils sont en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à percer. Et c'est Zerator qui disait la meilleure chose, YouTube ou Twitch ou n'importe quoi, éclatez-vous, essayez d'en faire votre métier, faites tout pour, mais quittez votre vrai taf de dehors au moment où vous êtes sûr de vivre correctement avec l'autre métier, en fait. Ouais. Parce que tu peux pas quitter un CDI où tu es à peu près bien pour te retrouver 6 mois après à devoir aller chez Tank Frère manger des nouilles et à pas t'en sortir financièrement. Surtout encore, comme tu disais, encore si tu es jeune. Bon, tu dis, voilà, tu es jeune, tu as tenté, tu t'es viandé, tu redémarres. Mais t'imagines, toi, je sais pas si tu as des enfants, mais t'imagines, Ouais. moi, père de famille, d'un coup, je dis à ma femme, oh, on va tenter YouTube. Ma chaîne, elle saute au bout de 2 mois. Bon, j'ai quelque chose à t'annoncer. L'école des filles, c'est fini. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être très, Ouais. très compliqué. Ouais. Le seul truc, ce serait que ma femme ait une putain de promotion, devienne directrice d'un truc, et tu sais, elle offre un coussin de sécurité, en fait. Et là, je me dis, bon, allez, à l'aventure, c'est l'aventure. Mais sinon, non, c'est trop dangereux. Mais si t'es jeune, tente l'aventure. Si t'es déjà en train de bosser, attends d'être sûr d'avoir assez de rentrée financière et que d'avoir stabilisé ton YouTube ou ton stream avant de quitter ton taf. Hmm. Et alors sur ta chaîne, il y a énormément de drama. Donc on a parlé un peu des woke, mais il y a aussi beaucoup. Alors en ce moment, c'est zététiste, je crois. Oui, en ce moment, Régulièrement, il y a des dramas, c'est-à-dire soit des gens qui t'attaquent directement auxquels tu réponds, soit d'autres youtubeurs qui se font attaquer et puis bah, tu parles de ça dans ta chaîne. Et en fait, c'est des vidéos qui marchent bien, ça, qui sont très suivies ou c'est... c'est celles qui sont le plus suivies, hein. C'est vraiment le produit d'appel phare. D'accord. Les gens, ils adorent détester des trucs. Tu regardes, en fait, tu sais, t'as le sketch de Blanche Gardien. Blanche Gardin, les gens adorent manger de la merde et consommer de la merde. Tu regardes Cyril Hanouna, tout le monde le déteste. Touche pas à mon poste, Ouais, tout le monde ouais, lui crache dessus. Il fait les meilleurs scores d'audience qui existent. C'est dès qu'il y a de l'engueulade, de la chamaillerie, des gens à détester, les gens ils sont là. Après, au final, de tous les dramas en 2 ans, ça reste assez rare des dramas où j'étais en confrontation directe, où j'étais moi-même dans le centre du drama. Très souvent, je suis vraiment le commentateur. Tiens, machin, il a dit ça, machin, il a dit ça. Le droit de réponse de truc, c'est ça. Machin, il a dit ça. Lui, il s'est fait insulter comme ça. Et en fait, ça fait une espèce de compilation de toute cette histoire. Et il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit, au début, qui me détestaient. Parce que ouais, t'es un mange-merde, t'es un connard, tu profites du buzz pour gratter. Et il y en a quelques-uns qui sont revenus, genre plusieurs mois après, genre 6, 7, 8 mois après, en disant oh putain, heureusement que ta vidéo elle existe parce que c'est impossible de retrouver, tout a été supprimé et tout. Et donc il y a ce côté un peu historicité en fait du drama aussi qui prend son sens, où tu as une espèce de fil où tu peux retracer un peu tout ce qui s'est passé, qui au final j'aime pas ce terme, mais c'est au final, c'est un mini travail journalistique, on va dire, tu vois, de ce côté-là, où tu classes par thématique, en fait, les histoires qui se sont passées sur les réseaux sociaux. Ce que beaucoup de gens font sur les forums, hein, sur le 1825 de jeuxvideo.com, ou même en thread Twitter, ou sur d'autres forums, bah, ils classent toutes ces histoires, sauf que, bah, du coup, moi, je le fais en vidéo, en fait. C'est ouais. tout simplement ça. Et du coup, donc les gens aiment bien voir Astronaute Geek se faire démonter et puis toi qui en parles. Parce C'est ça. que j'ai vu qu'une des vidéos qui avait super bien marché, c'était le pauvre Astronaute Geek. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne généralement plus sur l'astronomie et une chaîne plutôt scientifique. Et le pauvre régulièrement se fait insulter et se fait démonter pour des choses que moi je trouve ridicules. Mais enfin bon, après, Non, je mais c'est suis ça. pas non plus forcément les dramas. Donc voilà. Chaque Non, fois, mais je c'est suis ça. surpris qu'on... Mais c'est ça, en fait, il y a une différenciation entre quelqu'un comme Astronogeek, comme moi, ou comme Joueur du Grenier, par exemple, qui avons on va dire, un espèce de franc-parler, mais surtout sans arrière-pensée spécialement méchante ou sans appréhension. Enfin, et surtout, ça crée un peu tu sais, un humour un peu borderline, un peu gras, un peu. Bah, on a grandi dans les années 80-90, tu sais, avec des punchlines Ouais. de films de Schwarzenegger, avec des Coluche, avec ce genre de choses. Donc, on a une façon de parler qui est un peu plus crue, un peu plus brute. Et j'ai l'impression que la génération d'après, elle est un peu plus soft, où il faut faire attention
à pas bousculer, à pas manquer de respect à telle personne et ce genre de choses. Et sur les réseaux sociaux, la barre d'attente, elle est de plus en plus haute. Alors forcément, quand un astronogeek arrive et qui troll grassement, il se fait déboîter sur les réseaux sociaux, de manière complètement débile pour une vanne à 2 balles ou ce genre de choses. Et après, c'est tout cet aspect réseaux sociaux. En fait, ce genre de personnes, t'en vois un ou deux dans la vie, des fois, comme ça. Ils sont très, très rares. Mais sur les réseaux sociaux, du coup, ils se regroupent entre eux et ça donne une masse qui peut harceler très vite, qui peut organiser vraiment des signalements de masse, des appels à la haine ou ce genre de choses. Et ça peut très, 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 très vite dégénérer. Et ils ont une pression qui est hallucinante. Ils ont vraiment une pression qui est vraiment hallucinante. Et quand tu vois qu'il y a des sociétés qui ont retiré leurs OPSP, tu sais, genre NordVPN et ce genre de choses, pour un tweet, le mec, il dit ouais, machin, il a une OPSP NordVPN, vous avez vu ce qu'il fait sur sa vidéo? Ah, ok, on retire l'OPSP. What? Pour un tweet? Au bout d'un moment, ça devient ridicule. C'est vraiment ridicule. Non, mais c'est vraiment ridicule. Mais bon, c'est comme ça. Mais donc, ça va plus loin que juste des youtubeurs qui se répondent les uns aux autres. Je vais te couper. Parce que je le pré-shot dans les commentaires. Tu vas dire, ah, t'as été complaisant avec Psychodélique. Comment t'as osé lui donner ton micro et la parole? Ah non, mais moi, je le vis très bien, ce genre de choses. J'ai pas de problème. Mais du coup, ça va quand même plus loin que juste des youtubeurs qui se répondent par tweet ou par vidéo interposée. Ça va quand même plus loin. Il y en a vraiment qui perdent beaucoup d'argent là-dedans. Je sais pas s'il y a eu des bagarres déjà enfin des choses physiques qui sont. Il y a eu des bagarres, mais c'était vraiment. Enfin, j'ai pas connaissance de bagarres récemment, mais il y a eu des bagarres à l'époque où c'était la grande époque des Cortex, des Morsailles et ce genre de choses. Mais ça reste très, 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 très rare. Que ça aille jusqu'à la bagarre entre des vidéastes, ça restera. Non, maintenant, ce ils ont compris, le truc, c'est que, et ça se démocratise. Une espèce d'effet de mode aux États-Unis, quand il y a des gros dramas entre vidéastes, maintenant, ils organisent des vrais matchs de boxe. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Et c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que du coup, ils gardent un espèce d'esprit coubertin, on va dire. Ils se détestent, mais ils le font dans les règles de l'art, avec un petit côté sportif. Et en plus, ils sont pas cons, ils font payer les billets d'entrée pour le match de boxe. Tout le monde est gagnant. Et je suis sûr, à terme, ça va arriver en France. Il y a déjà eu des gens qui ont dit ah, vas-y, je vais me taper, vas-y, viens, je t'attends et tout. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on va avoir des vrais matchs de boxe officiels entre vidéastes. Le tout, c'est pas de se friter avec Thibaut Inchep, quoi. Faut rester dans sa catégorie. C'est ça. C'est ça. Rester dans sa catégorie, sinon ça se passe mal. Mais j'ai vu que, en fait, ce genre de problème, il arrive aussi sur des choses beaucoup plus importantes que les youtubeurs. C'est-à-dire que là, il y a Bill Murray, par exemple, qui était sur un tournage. Donc, Bill Murray, c'est SOS Fantôme. Enfin, c'est des films exceptionnels. Un jour sans fin. Et là, sur un tournage, le tournage s'est arrêté parce qu'une femme qui était sur le tournage avait trouvé que Bill Murray lui avait mal parlé ou l'avait regardé de manière insistante. Mais c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. C'est regarder de manière insistante ou alors une blague un peu salade, je ne sais plus. Le tournage s'est arrêté et il y a une enquête sur Bill Murray. Et on se dit, mais la vache, vu le prix d'un tournage. Mais c'est de la folie furieuse. Ouais, on a atteint un niveau vraiment. C'est pour ça aussi que j'adore les quelques émissions qui restent où ils sont vraiment débridés de ce côté-là. Avant, il y avait Top Gear, tu sais, avec Jeremy Clarkson, avec je sais pas si tu connais cette série de voitures américaines, britanniques, je veux dire. Et après, ils ont été rachetés par Amazon quand il s'est fait virer, justement, parce qu'il s'était battu avec un technicien. C'était beau d'ailleurs. Jeremy Clarkson se bat avec un technicien ou un caméraman, je ne sais plus exactement, se fait virer par la BBC. James May et Richard Hammond, qui sont ses 2 collègues, ils démissionnent en soutien. Et Amazon les rachète. Et Top Gear, l'émission est quasi morte en fait du côté de la BBC. Il reste Amazon. Après, du côté francophone aussi, c'est pour ça que j'adore Villebrequin. Tu vois, ils ont cet humour complètement débridé, lâché. Et ouais, comme tu le dis, même dans le cinéma, ça devient abusif. Les gens s'offusquent pour des conneries au bout d'un moment. Parce qu'en plus, si tu creuses par là, ça occulte, on va dire totalement, des vrais trucs qui devraient vraiment être répréhensibles. Tu sais, par exemple, les histoires de Weinstein qu'il y a eu il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps maintenant. Oui, il y a longtemps maintenant. Ah oui. Avec des promotions canapé, ce genre de choses. Là, c'est vraiment beaucoup plus grave.
Ouais, c'est ça. Là, là, il y a vraiment un problème. Alors que, Disons que voilà, là, si tu dénonces ça, tu dis OK, OK, il y a un problème. OK, mais là, pour Bill Murray, c'est ridicule. ah, c'est complètement ridicule. Après, tu regardes ces mêmes gens sur les réseaux sociaux, ils ont réanalysé Ghostbusters. Tu sais, ils découvrent Ghostbusters, le premier Ghostbusters. Ouais, Maintenant, ils disent ouais, le film, il est quand même vachement sexiste. Bill Murray, dans le film, ouais. c'est un harceleur de première. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, dans les années 80, c'était de la drague, un peu lourde, mais finalement Ouais. rigolote et attendrissante. Et maintenant, c'est un potentiel violeur harceleur. C'est de la folie furieuse. Ah oui, non, mais c'est complètement dingue. Et justement, moi, ça enchaîne bien, je trouve, avec le wokisme, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que l'on voit de plus en plus. Et donc, toi, tu as beaucoup parlé sur ta chaîne, Ouais. c'est-à-dire une frange de la population qui ne supporte plus d'être même pas harcelée, Ouais, d'être contredite, quoi. d'être contredite, ouais, c'est Je ça. pense que, je pense que alors, j'avais fait un live avec Pierre Valentin qui avait signé une étude autour du wokisme, autour de l'anatomie et l'idéologie du wokisme. Et il disait un truc qui était assez intéressant, c'est un peu les dérives de la politique de l'enfant roi qu'on a eu avant. Tu sais, il faut pas contredire le gamin, faut Mm. pas le contrarier. S'il fait une bêtise, c'est pas grave, faut pas le punir. Si il emmerde quelqu'un dans la rue, faut le laisser, c'est un gamin. En gros, t'as plus le droit d'éduquer ton gamin. Ouais. Sinon, t'es l'antéchrist. Et du coup, au travers de ça, bah, le gamin, il se sent surpuissant, mais vraiment surpuissant. Et quand il est à l'école, il est resurprotégé, il appelle directement la direction quand il a un problème et ce genre de choses pour des conneries. Et du coup, quand ils grandissent, c'est exactement pareil. En fait, ils n'ont plus aucune espèce de carapace ou de résistance. C'est le moindre petit truc, ils sont complètement détruits. Et c'est un peu le phénomène moi, ce que j'appelle des Karen, enfin, qu'ils appellent des Karen aux États-Unis. Tu sais, la nana, juste pour une toute petite contrariété, parce qu'il manque 4 centimes à son addition, elle va dire je vais parler au directeur, c'est un scandale, comment vous m'avez parlé. Calme-toi, au bout d'un moment, on peut discuter peut-être un peu plus calmement. Et ce genre de truc. Et du coup, ce qui se passe au travers de ça, c'est. Bah, avant, ils étaient tout seuls, ils étaient isolés. Ouais. Maintenant, ils se regroupent sur les réseaux sociaux et de cette victimisation, ils en ont fait vraiment une force. C'est-à-dire que, regardez, je suis pas tout seul à être victimisé, on est une centaine à être victimisé à cause de l'autre, là, et l'autre, et t'as les sociétés qui disent, ouais, mais elles ont le cul entre deux chaises, parce qu'ils se disent, mais ouais, mais ils sont, on peut pas leur dire allez vous faire foutre, alors que normalement tu devrais dire mais allez vous faire foutre au bout d'un moment. C'est ça le truc. Ouais. Mais ils peuvent plus parce il y a aussi l'image publique, il y a l'image de marque derrière. Et il y a énormément de sociétés qui s'écrasent comme ça. Et ils ont un pouvoir de nuisance qui est juste hallucinant de ce côté-là. Et ils en jouent, mais aussi la plupart, tu les regardes, rien que dans leur profil, c'est en bio, ils te mettent problème psy, ou alors pas d'amis, ou dépressif, déscolarisé, désocialisé. Ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont pas d'amis en dehors d'Internet. Ouais. Et au final, c'est ça, c'est qu'ils n'ont plus aucune expérience, on va dire, de la vraie vie de dehors. Tu sais, une expérience avec des relations sociales et ce genre de choses. Et je pense que c'est une dérive qui est là-dedans. Nous, je sais pas, t'as quel âge? 47. 47. Ah, mais dis donc, tu les fais pas, là. Voilà, vache, tu les fais pas, les 47. Je t'aurais dit, Merci. allez, tu t'aurais donné 41, 42, allez, ouais, 40. Euh, Bah, du coup, forcément, tu as connu l'ère d'avant Internet. ouais. Et je pense que ça nous a aussi forgé de ce côté-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un te faisait chier dans la vraie vie, c'est soit tu l'ignorais, soit tu le confrontais directement. Mais sur les réseaux sociaux, tu n'as plus cette confrontation. Tu es protégé par ton anonymat, par ton pseudonymat. Et non seulement tu es protégé par ton pseudonymat, mais tu as juste à siffler et tu as tous tes collègues qui peuvent venir harceler en même temps en disant oh, il m'a dit du mal, il est méchant, regardez, genre, oh, il est méchant, on va taguer tout le monde et tout. Et ce genre de problème, ce genre de dérive est vraiment, vraiment problématique et surtout symptomatique hein, de cette génération des réseaux sociaux. Oui, et je trouve aussi qu'on va de plus en plus loin. C'est-à-dire que il y a effectivement le fait de harceler ou d'attaquer sur les réseaux sociaux, qui est un véritable problème. Mais si tu veux, on voit que, par exemple, sur Netflix, maintenant, la plupart des films sont des films où il faut qu'il y ait absolument Oui, un peu le sigle LGBTQ+. c'est Enfin, ça. je connais pas toutes les lettres, mais il faut absolument qu'il y ait ce sigle.
Il faut plus qu'un homme puisse mentorer une femme. Donc, quand il y a un chef dans un film, c'est Oui. maintenant rarement un homme. Et si c'est Hmm. un homme, ça ne peut plus être un homme blanc. Généralement, c'est Oui. plutôt une femme qui sera le Ouais, chef, ouais. qui sera la patronne. Et donc on a tout ça. Et puis, il déborde aussi maintenant sur les universités. Il déborde énormément aux États-Unis, mais on voit que ça commence à arriver en France. Il Mais, déborde sur la scolarité. Je trouve que ça devient un véritable mais, et comme tu problème. regardes, en fait, ils vont tellement de plus en plus loin. Et surtout, en fait, le truc, tu prends les films des. Alors, bon, forcément, je connais toi aussi, du coup, les films des années 80-90. Ouais. Ça posait pas de problème. À l'époque, on avait des hommes blancs hyper forts, on avait des nanas fortes, héroïnes Bah oui, oui. hyper fortes, et ça gênait personne. Et on se posait pas la Ouais. question, ah, ça manque de femmes, ça manque de trucs, ça manque. Non, il y avait vraiment des films pour tous. Il y avait vraiment des films Ouais. pour tout le monde. Ça gênait absolument personne. Maintenant, tu sors un film, ah, il y a que 20% de dialogue entre des nanas, ça va pas, ça manque de personnages de couleur à l'intérieur. Mais vous êtes vraiment. Et en fait, ils cherchent, ils sont tellement dans leur combat, mais leur combat est un peu ridicule, que forcément ils cherchent des nouveautés à combattre. Et au fur et à mesure, ils lèvent la barre de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des universités américaines où ils réinstaurent la ségrégation, mais eux, ils appellent ça des safe space, tu vois. Ah, vous êtes noir, il faut que tu ailles dans Ouais. ce local-là. Parce que là-bas, il y a des blancs et ça peut être problématique. Donc, on va bien C'est séparer. ça. Je dis, mais vous êtes des malades mentales. Vous êtes des malades mentales. Allô, Ouais, ouais. ouvrez un livre d'histoire. Allô, c'est de la folie Non, furieuse. mais c'est vrai, on recrée le racisme qui avait pas disparu, mais enfin qui était Bah, endémique. des Il problèmes est de recréé racisme, par ça, c'est en ça. fait. Des C'est problèmes de racisme, il incroyable. y en a. Ça, c'est clair, il y en a tous les Oui, jours. oui, On est oui. d'accord. Mais il n'y a plus le racisme, on va dire, d'État qu'il y avait à l'époque avec de la ségrégation ou l'apartheid en Afrique du Sud ou l'esclavage et tout ça. Ça n'existe plus, tout ça. Ah Et oui, puis eux, tu as l'impression que ça leur manque, ça leur manque. Et je ne sais plus qui avait dit cette phrase, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup. Et, en fait, pour eux, ils n'ont pas assez d'offres de racisme. La demande est beaucoup trop forte par rapport à l'offre. Et du coup, bah, ils sont obligés d'en créer du racisme sous couvert d'antiracisme, soi-disant, et pour pouvoir justifier leur combat. c'est vrai. Et moi, je suis épaté parce que, en plus, après, ça nous gagne un peu, je trouve, parce que tu vois, je regarde de temps en temps des vieux films comme L'Arme fatale ou d'autres films Hum. comme ça. Et je regarde L'Arme fatale et je me dis, mais merde, Danny Glover est noir. Et en fait, ça m'avait jamais marqué, quoi. Pour moi, c'était un acteur, quoi. Tu vois, alors évidemment, je suis pas daltonien, mais je m'étais jamais fait la réflexion. Pour moi, Danny Glover, c'était le vieux flic Mais c'est ça. dans l'équipe. Et puis voilà, je m'étais jamais dit c'est un noir, ça m'intéresse pas. Et Non, mais il y c'est a ça. beaucoup d'acteurs comme ça, je me disais pas Denzel Washington, je me suis jamais dit c'est un noir. Il joue dans des films un peu d'espionnage, etc. Je me suis jamais dit c'est un acteur noir. Pour moi, c'était un acteur, point. Hum. Et maintenant, malheureusement, quand je regarde ces films, je me dis ah, mais il est noir. Je Mais devrais parce même pas me que faire ce genre de ben, réflexion, le quoi. problème, c'est que justement, ils annoncent un nouveau film. Première annonce qu'ils font, ah, on a mis un acteur noir LGBT. Wouh! Mais Ouais, c'est c'est quoi le film? ça. C'est quoi le scénario? Ouais, Qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment? ouais. Parce qu'il y en a eu des acteurs, pas des acteurs, mais je veux dire, il y en a eu des personnages un peu LGBT ou homo ou noirs ou des minorités raciales, ce genre. Mais Ouais. dans un film bien construit avec un scénario, et ça passait en filigrane. C'est-à-dire que c'était justifié dans le récit et dans le personnage qui était bien écrit. C'était pas genre, on va mettre un personnage LGBT. Il rentre pas dans le scénario, on va le forcer. Et du coup, le scénario ne tient plus, la narration est complètement pétée et il n'y a plus aucune consistance. Ouais, tout à fait. Ça devient comme là le film enfin la série qui vont sortir sur le Seigneur des Anneaux, où Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, la reine peut-être. des nains est en principe une femme nain pour ceux qui connaissent pas Tolkien, mais en principe une femme nain. On n'est pas capable de la distinguer d'un homme nain parce qu'elle est barbue aussi et donc dans les livres de Tolkien et surtout dans le film dans la trilogie de Seigneur des Anneaux, c'est dit plusieurs fois qu'en fait, les femmes nains, on n'arrive pas à les distinguer d'un homme nain parce qu'elles ont une barbe et qu'il y a que les nains Et, qui arrivent à les distinguer. Et là, dans la série qui sort, donc ils ont pris une femme noire qui n'a pas de barbe. Et en fait, du coup, tu arrives très bien à la distinguer. Et donc, la reine des mais, nains est une et femme du noire coup, qui tu n'a pas de comprends barbe pas. depuis des millénaires. Et si tu dis que ça te pose un problème, ils vont dire, ouais, t'es un raciste. Je suis pas un raciste. Il y a une logique dans l'univers qui a C'est été ça. créé. Il faut conserver la logique dans cet univers qui a été créé au bout d'un moment. Tu peux pas changer des règles comme ça.
C'est Oui, pas oui, genre une partie de Skyrim et tu fais un mode, ça marche pas comme ça au bout d'un moment. Enfin, ça pourrait marcher comme ça, oui, mais sur ton jeu dans un coin. Mais il y a aussi quelques règles pour que ça reste cohérent. oui, C'est tout à ça le fait. truc. Et en plus, c'est là-dessus que le joueur du grenier, je crois, s'était fait Ouais, il s'est mangé un drama un monstrueux parce que drama justement, terrible, quoi, ce qu'il parce dit, qu'il moi je avait veux juste de la osé dire que c'était cohérence. étrange. Ouais, exactement. Admettons, et comme dit le joueur du grenier, si justement la série arrive et on voit cette reine des nains qui arrive, si c'est extrêmement bien amené dans le scénario par un tour de passe-passe, je sais pas comment ils vont se démerder, mais personne peut, enfin, on n'y verra aucun problème. Genre, ok, c'est bien expliqué. Mais si c'est juste, tu vois, par exemple, il y a eu une série de Vikings récemment, il y a une des Vikings, c'est une Oui, oui, actrice oui. noire. Au bout d'un Ouais, moment, et c'est absolument pas ouais. justifié ou quoi. Tu vois, par exemple, il y a eu, comment il s'appelle un vieux film avec des Vikings, avec Antonio Banderas, le 13e guerrier. Oui. Bah, tu vois, lui, il vient des Arabies, il est chez les Vikings. Admettons, ils auraient fait peut-être un 13e guerrier 2, j'en sais rien. Il aurait vécu chez les Vikings, et puis voilà, puis tu as son progéniture où lui-même il est devenu un Viking. Mais je veux dire, il y a une espèce de cohérence qui vient. Tu comprends? Là, c'est juste, tiens, on a mis un perso LGBT. Démerde-toi avec. Pourquoi? Ah oui, Comment? oui. Ou qu'est-ce qui te justifie? C'est ça le truc. Et les Oui, gens bah ne comprennent pas. ouais, dans le film dont tu parles, on comprend pourquoi lui, il vient justement de là-bas, arrive en territoire viking et devient ami avec les Vikings et apprend leur langue, quoi. Et, Il y a ju- c'est et, juste, construit. et justement, ces gens qu'on regroupe dans ce wokisme, eux, ce qui les intéresse, c'est uniquement ces tokens, ces jetons, ces points de vertu qu'ils chopent. Tu regardes les comics qui se cassent la gueule, tu as le nouveau Superman, qui est le fils de Superman, qui est gay. Oui. Et ils essaient de pousser ça au maximum. Et les ventes, bah, ça se vend pas. Alors, tu as tout le monde, tu as tous les woke sur Internet. Regardez comment c'est magnifique. Superman est gay, fierté LGBT, c'est magnifique. Heureusement qu'ils ont fait ça, c'est bien pour la cause. Mais ces gens-là, ils achètent pas, ils consomment pas. Ils sont juste en train de faire des listes. Alors lui, il a fait ça, ça c'est bien, là c'est bien, là c'est ça c'est bien, là c'est bien. On a réussi à forcer dans ce film pour qu'il y ait des femmes, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont voir le film? Non, non. Et Et c'est peut-être pour ça aussi que Netflix perd des abonnés bah c'est ça. T'as Netflix et qui perd commence des à abonnés. s'écrouler complètement, quoi. Ils C'est sortent des films où on comprend rien, quoi. Enfin, on comprend rien, donc c'est pas du tout c'est comme comme. il y a 2 ans à peu près, il y a eu Les Drôles de Dames, le film Les Drôles de Dames, Oui, avec la nana de Twilight, je sais plus comment elle s'appelle. oui, Et le film, il est préparé. La réalisatrice dit, c'est un film pour femmes, pour les femmes, par les femmes, film profondément féministe. Les hommes dégagés. Personne n'est allé voir le film. bah oui. Il a fait un bid. Les hommes sont des misogynes, ils sont pas venus voir le film. Au bout d'un moment, vends ton Bah film non, comme parce une que super histoire d'aventure, pas ouais, comme c'est un film de femmes pour les fans. Il est où le scénario, parce que tu vois, il y a eu avant Les Drôles de Dames, il y a eu Charlie's Angel. Bah, c'est Les Drôles de Dames, mais d'avant. C'est avec Michel oui. Pfeiffer et je sais plus si c'était Non, pas Michel. Michel Non, Pfeiffer, non, non. c'était l'autre, c'était Cameron Charlize Diaz. Theron, Cameron Diaz, ouais, ouais, Cameron Diaz, ouais, avec ouais. Lucy Liu et tout. C'était C'était marrant. complètement kitsch, mais c'était Ouais, génial. ouais, c'était marrant. Mais parce que voilà, ils étaient là. Parce que on va faire un film totalement débile, mais totalement génial, over the top. Et on se posait pas la question, on va mettre un peu de personnages comme ça, on va mettre un peu de personnages comme ça. T'imagines les jeunes qui vont revoir le premier Shrek avec la barman trans? Je me suis toujours demandé, il y en a beaucoup qui se rappellent pas de ce barman trans dans les films de Shrek. Ils vont faire une descente d'organes. Et pareil, si tu leur fais revoir des anciens films des années 80, ils vont faire des descentes d'organes. Oui, mais en même temps, voilà, c'était des bons films et des films qu'on Eh allait oui, voir, quoi. Alors que bah c'est maintenant, ça. quand ils ont refait, pour reprendre un exemple, Les Maîtres de l'Univers, Ah qui oui, est un bah dessin animé qui était de notre époque, quoi, quand on était jeunes. Donc bon, moi, par curiosité, j'aurais été le voir sur Netflix. Seulement, j'ai appris très rapidement que Musclor, il mourait au début du premier épisode et qu'après, en fait, c'était l'histoire d'un c'est personnage ça. secondaire, femme, Et qui encore, avait évidemment tous les pouvoirs, quoi. tous les pouvoirs et mal écrits. Parce que ça me dérangerait pas. Tu vois, à l'époque, il y avait Musclor, mais tu avais She-Ra. C'était pas des dessins animés exceptionnels, mais je veux dire, une femme forte, il n'y a pas de problème. Quand c'est bien écrit, Oui, Ellen oui, Ripley mais dans Alien, c'est bien écrit. Mais là, oui, oui, tout à fait. rien n'est justifié, c'est mal foutu. Le scénario, on s'en fout. Et c'est juste pour dire, ah, regarde, on a fait une femme forte. Non, Mais mais en plus, non, mais de toute manière, quand tu vas voir Musclor, tu t'attends à voir oui, aussi, Musclor, hein, pas évidemment, ça, c'est la Shira. première base, ça c'est clair. Sinon, t'appelles ta série Shira et vont voir ceux qui veulent voir Shira, quoi. Si t'appelles ça Musclor et que le personnage principal Ah bah ça, Musclor, il meurt en 5 minutes, on est tu te totalement dis qu'il d'accord, hein. y a un Et peu de la compris saison sur la 2, elle est aussi, marchandise, quoi. et la saison 2, je crois qu'elle est encore plus catastrophique.
Bon, ouais, enfin, c'est un peu tel, ça. Mais du coup, dans les dramas dont tu parlais, le public, c'est-à-dire les abonnés s'en mêlent. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te chercher des poux dans la tonsure ou vient attaquer le joueur du grenier, etc., est-ce que les abonnés ont eux aussi un combat, c'est-à-dire vont sur la personne qui t'a attaqué, vont sur sa chaîne pour le pourrir, ou c'est vraiment entre youtubeurs que ça se passe? Alors non, forcément, tu as forcément les gens qui passent par ici qui s'engueulent à mort. Mais c'est pas spécialement des communautés par rapport à tel ou tel vidéaste. En fait, alors oui, il y en a qui vont dire qu'ils vont aller défendre leur chapelle ou leurs idoles ou leurs influenceurs préférés ou ce genre de choses. Ou ce genre de choses. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont de passage, qui sont juste là parce qu'ils aiment gueuler. C'est-à-dire que tu vas sur les réseaux sociaux sous les articles de BFM TV, du Parisien, ce genre de choses, tu retrouves les commentaires, tu dis mais c'est quoi ces horreurs? Il y a des mecs qui passent leur vie à raconter des immondices là-dessus, mais c'est Ouais. pas la faute du journal, c'est pas la faute du journaliste qui a pondu son article, c'est juste qu'il y a des gens, ils sont vraiment toxiques de base, et que c'est-à-dire que sans l'article ou avec l'article, ils seraient quand même là. Ils Donc auraient été toxiques. malheureusement, il y a pas grand-chose à faire, faut faire avec ça. Et c'est ça qui est le plus dur, parce qu'il n'y a pas de solution de ce côté-là. Et Et toi, justement, qui a une vie hors YouTube, enfin une vie professionnelle ouais. hors YouTube, est-ce que dans la vraie vie, tu as rencontré des gens justement qui te rencontrent et qui te pourrissent Non, ou alors pas dans du la vraie tout, vie, ou c'est tranquille? dans la vraie vie, ces gens, ils n'existent pas en fait. Ou D'accord, alors, s'ils te reconnaissent, ils viendront jamais t'aborder. Jamais de la vie. d'accord. Et ça, je sais plus. Non, c'est pas Georges Dugrenier qui disait ça. Je sais plus qui disait ça, mais ouais, ils viennent jamais, 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 jamais. Ou alors, ils vont venir te dire, ah, j'aime pas trop ce que tu fais, mais t'as l'air cool. Un peu, tu vois, ça s'arrête à ça. Ouais, ça va, ça. Mais franchement, dans la vraie vie. En fait, avant, dans une précédente vie, j'étais coprésident d'une association rétro gaming et j'ai participé à pas mal de conventions rétro gaming en tant que staff et en tant qu'aide ou ce genre de choses. Et il y a toujours des gens, tu sais, qui vont venir se plaindre à une convention. Ouais, c'est mal fait. Si j'étais là, j'aurais fait ça. Regarde, c'est scandaleux. Ils savent même pas mettre 3 tables en même temps. Ils savent pas s'organiser du planning et ce genre de choses. J'arrête de te plaindre, bordel de merde. Viens, l'année prochaine, tu viens, je te file les clés du staff, tu fais partie du staff, tu te prends tu fais ce que tu veux, tu t'organises comme tu veux, ça va être génial. Et en fait, on les voit jamais, ces gens. On Ouais. les voit jamais. Ça va dire, tiens, bah, prends l'appel, vas-y, creuse. On les voit jamais. Ah, je peux pas, j'ai pas que ça à faire, tu vois, c'est compliqué aujourd'hui. Parce que tu vois, au boulot, c'est compliqué. J'ai ma soeur qui est malade et tout. Parce que, tu sais, parce que nous, tu vois, quand on fait ça, non, nous, on est free. Il n'y a pas des choses compliquées à gauche, à droite qu'on doit gérer en même temps que ça. Et ce genre de gens, bah, du coup, on les voit jamais dans la vraie vie. Et du coup, moi, on m'a reconnu 3 ou 4 fois, je crois, vite fait. Mais pour l'instant, Ah, ça a toujours d'accord, été très cordial. Ça a toujours été très, très d'accord. cordial. Et t'as jamais été, et au boulot, ça te pose pas de problème, c'est-à-dire que tes Non. collègues ou tes patrons, ils doivent savoir ce que tu, enfin, Il peut-être y a pas, aussi le, il mais y a, il y a aussi le fait que on a l'impression que YouTube et Twitch, c'est gigantesque. Parce que tu vois, toi, je sais plus combien tu m'as dit, tu as 250 000 abonnés. oui, c'est Et, ça, ouais, à peu euh, près. et moi, j'ai 170 000. Ça paraît Ouais. gigantesque comme ça. Mais en fait, il y a même des vidéastes qui ont plusieurs millions d'abonnés, mais dans la rue, c'est des no-name. En fait, en dehors de la bulle de YouTube, les gens de dehors qui consomment pas YouTube n'ont aucune idée de ce qui se passe sur Internet, en fait. Et t'as beau avoir 1 million de followers, t'as 2, 3 personnes qui vont te reconnaître, mais globalement, les gens, ils connaissent pas YouTube. Moi, je le vois bien avec des copains, quand je discute, je vais au resto, je discute avec eux, ils connaissent Joueur du Grenier, et c'est à peu près tout, en fait. Tu leur dis Squeezie, ils font qui ça, c'est qui Squeezie? Ah oui. Euh, Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur YouTube, en fait. Et c'est pour ça aussi que bah, tu es relativement tranquille, en fait, en dehors. Après, c'est sûr, euh, si tu as la stature d'un joueur du grenier ou ce genre de choses, mais je suis sûr que même joueur du grenier, quand il n'est pas habillé avec sa chemise, on le reconnaît très très peu au bout d'un Ouais. moment, finalement. Oui, je l'ai vu à des conventions, enfin, je l'ai vu sur Internet, parce que je ne vais pas aux conventions, mais j'ai vu sur Internet à des conventions où il enlevait juste ses lunettes et il est arrivé à traverser la convention sans que Ah ouais, personne t'es tranquille. ne l'embête. C'était, Et c'était et incroyable. et il y a autre chose, un autre avantage, on va dire. Là, c'est le Covid, donc on a tous des masques. Ouais. Et même sans les masques, on a tous la tête dans nos téléphones quand on marche dans la rue. En fait, on voit jamais, quasiment jamais les visages des gens.
Ouais, Et d'accord. du coup, voilà. Donc, non, de ce côté-là. Et donc, oui, tout ça pour. Je suis perdu mon fil. Tout ça pour dire que, bah, au boulot, je crois qu'ils sont trois ou quatre à savoir que je fais des vidéos sur YouTube. Et genre, ils savent que je fais des vidéos sur YouTube et ça s'arrête à ça. En fait, ils savent même pas ce que je fais ni quoi. Ouais, Et d'accord. c'est très, très rare. Ouais, du coup, le ton que tu as qui est assez engagé, enfin, parce que tu traites des sujets quand même assez Ah, polémiques, tiens, excuse-moi de pose te pas de couper. problème. Excuse-moi. Vas-y. Non, ça me pose pas de problème. Et juste une anecdote qui m'avait fait mourir de rire. Euh, J'étais jury pour le diplôme de technicien supérieur pour une école. Ouais. Donc, il y a des élèves qui étaient super stressés, qui passaient leur diplôme pour être technicien supérieur, donc bac+2. Moi, j'étais dans le jury. Je les ai démontés techniquement. Et il y en a un en plein milieu de sa soutenance. Il me dit, excusez-moi, mais vous faites pas des vidéos sur Internet? T'as pas autre chose à foutre avec le stress que t'as sur ta soutenance pour passer là-dessus? Je suis la vache. Tu es en pleine soutenance. Le mec, il fait une pause et Ouais, fait, c'est vous faites marrant. pas des vidéos sur Internet? Mais tu m'auras pas. Hein. Oh, je l'ai déboîté techniquement avec des questions très techniques. T'as vu, hein, je suis différent en vidéo que que dans le professionnel. Mais ouais, ouais, non, Oui, ça a jamais, pour l'instant, jamais eu de rencontre négative de ce côté. Tiens, en rencontre négative, j'ai assisté à une rencontre négative. Atomium, je sais pas si ouais. tu connais Atomium. Non, je connais pas. Pour moi, c'est un des meilleurs youtubeurs qui traite du jeu vidéo et qui est c'est une encyclopédie vivante du rétro gaming. Il a participé à plusieurs conventions rétro où j'étais, où je l'ai aidé à tenir son stand. Et c'est des conventions rétro gaming. Dans les conventions rétro gaming, les streamers, les vidéastes sont très très mal vus. Ça commence à changer, mais globalement, c'est assez mal vu. Parce qu'il y a une espèce d'élitisme, tu sais, qui est là-dedans, Oui. et du coup, c'est assez mal vu. Et du coup, Atomium arrive comme un influenceur vidéaste dans une convention où c'est quasiment le seul vidéaste très connu, en fait. Et il y en a un qui enfin, il déteste pas Atomium, mais il déteste les vidéastes. Et qui prend son courage à deux mains en fin de convention, on débriefait, on commençait à ranger les tables et tout. Il vient voir Atomium, il dit, toi, je déteste ce que tu fais, je déteste ce que vous faites, vous les youtubeurs, vous êtes là, vous pervertissez les gamins c'est que les gamins c'est que des demeurés qui suivent des personnes Ah ouais. comme toi et tout. Je me souviendrai toute ma vie, Atomium, il s'est pas démonté, moi j'ai éclaté de rire. Parce que je connaissais le gars, j'ai éclaté de rire et Atomium il s'est pas démonté, il a dit, tu vois les gamins qui sont passés à ton stand de Denshadego, tu sais, c'est un jeu de train sur PlayStation, qui avait des étoiles dans les yeux, que tu étais super content qu'ils passent sur ton stand. Bah, c'est ces gamins-là qui me regardent. J'ai fait oh, j'ai tellement éclaté de rire, ça m'a tellement marqué. Ah, l'autre, il s'est retrouvé tellement con. Et c'est le seul, on va dire, moment où j'ai vraiment assisté à quelqu'un qui a osé dire qu'il détestait quelqu'un, mais globalement, ils osent jamais, les gens. D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'Alibor d'être venu. Et puis, on va arrêter l'interview. Et puis, je vais donner le dicton du jour, puisque c'est un peu l'habitude sur la chaîne. Le dicton du jour, c'est il ne faut pas pousser mémé dans les orgies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.